Bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro, une émission de RBN France. Ce soir, nous traiterons du syndicalisme en France. Alors, le syndicalisme, une continuité militante au sein de son entreprise, c'est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Effectivement, est-ce qu'un militant nationaliste révolutionnaire, identitaire, socialiste européen a sa place au sein d'une structure syndicale ? Est-ce qu'il peut faire vivre son militantisme politique au travers de ces organisations ? Avec moi ce soir pour répondre à cette question, ou à ces questions, je dirais, Eugène Crampon, également... Bonsoir Eugène. Également présent Jean-François Comte. Alors Jean-François Comte, tu es responsable des ressources humaines dans un grand groupe, je crois qu'on peut dire ça. Bonsoir, oui c'est ça. Ok, très bien. Merci également présent ce soir dans le studio un syndicaliste CGT, responsable de section syndicale CGT de la SNCF, en la personne de François Juvet. Bonsoir François. Bonsoir. Alors ce soir, nous traiterons de ce sujet, je dirais sous trois aspects. Dans un premier temps, avec Eugène, voire avec Jean-François, nous ferons un état des lieux du panorama syndical. Ensuite, nous essaierons d'aborder le rôle, l'utilité des syndicats aujourd'hui dans le monde professionnel. Et puis, je pense qu'il est intéressant de développer des perspectives pour notre courant de pensée. Nous aborderons différents points, ce qui a déjà été fait au travers de certaines expériences de par le passé, et puis ce qui peut être réalisé. Voilà. Alors, première question à laquelle je pense qu'il faut répondre, qu'est-ce qu'un syndicat aujourd'hui ? Alors, en préparant cette émission, j'ai été traîné sur le net, je dirais, et j'ai trouvé un site qui s'appelle Vie Publique, alors vie-public.fr, sur lequel nous avons une définition, somme toute, assez simple du syndicat. Alors, qu'est-ce qu'un syndicat, si ce n'est une association de personnes dont le but est de défendre des droits et les intérêts sociaux, économiques et professionnels de ses adhérents ? Voilà. Alors, en France, les syndicats se distinguent des partis politiques, nous dit ce site. Bon. Ça pourrait amener débat, mais bon, voilà, donc une association qui a comme objectif de défendre les salariés. Alors aujourd'hui, en France, nous avons des organisations syndicales à la fois qui sont au nombre de 8, si je ne m'abuse, Eugène, c'est bien ça, 8 ? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc 5 qui sont dites représentatives et 3 qui sont donc non représentatives, dans lesquelles on retrouve l'UNSA, absolument, les syndicats solidaires, et puis un autre dont le nom m'échappe. Il me semble que c'est le SNU. Exactement, c'est ça. Voilà. Alors, je me tourne même vers le responsable des ressources humaines et j'ai envie de lui demander qu'est-ce que la représentativité ? Oui, rebonsoir aux auditeurs. Représentativité, effectivement, donc vous venez de signaler qu'il y avait des syndicats représentatifs aujourd'hui et des organisations syndicales non représentatives. Il faut savoir que c'est la situation actuelle. Depuis le 20 août 2008, donc on a eu un grand bouleversement, donc une loi qui est passée, qui est la loi qui porte rénovation de la démocratie sociale, donc qui a provoqué vraiment un véritable séisme dans le monde des relations sociales dans les entreprises. Aujourd'hui, on n'en voit pas tous les effets. On reviendra sur cette loi. Je vais vous la présenter très brièvement. Donc aujourd'hui, cette loi, elle porte vraiment sur deux aspects. Elle remet en cause cette notion de représentativité des organisations syndicales et elle remet également en cause au sein des entreprises donc les validités des accords collectifs. Sans trop rentrer dans le détail parce que j'aurai l'occasion d'y revenir. Oui, on y reviendra un petit peu plus tard. Je veux juste aborder la notion de représentativité aujourd'hui. Avant cette loi de 2008, donc pour être représentatif, un syndicat devait réunir 5 critères, dont un critère principal qui était l'attitude patriotique pendant la guerre. Donc vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, si vous voulez créer un syndicat, avoir une attitude patriotique pendant la guerre, c'est un peu impossible. Bon, en clair, il faut avoir fait de la résistance. Tout à fait, c'est cela. Donc aujourd'hui, cette loi du 20 août 2008 a modifié tous ces critères qui sont au nombre de 7. Donc un peu plus restrictifs, je vous les cite dans l'ordre. Donc le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, donc Gérard le disait,
par rapport aux partis politiques notamment, une transparence financière, une ancienneté minimale de 2 ans, une audience, je vais revenir sur ce point juste après, une influence, des effectifs et des adhérents. Donc, des effectifs, des adhérents, s'entend à partir de 2. L'audience, donc ça c'est vraiment un nouvel apport de cette loi. Aujourd'hui, dans une entreprise, au niveau de l'entreprise, une organisation, pour être représentative et donc avoir le droit de participer aux négociations avec la direction, doit récolter 10% des suffrages au niveau des élections au comité d'entreprise. Donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a certaines organisations syndicales dans des entreprises, pour parler avec la mienne, à partir du moment où on a instauré cette nouvelle notion de représentativité, par exemple, la CFTC et FO n'ont plus lieu d'être. Enfin, ils n'ont plus voix au chapitre, ils ne peuvent plus participer aux négociations. Donc on verra un petit peu l'attitude de ces partis qui sont plus représentatifs. C'est un grand moment de démocratie syndicale, là, non ? Tout à fait, ça porte bien son nom, cette loi porte très bien son nom. D'après ce que tu nous dis, on s'achemine vers une sorte de bipartisme syndical, comme il y a une sorte de bipartisme dans le monde politique. Il n'y aura plus que 2 organisations syndicales représentatives de fait. Alors, de fait, donc cette loi apportera tous ses effets vraiment en 2013, parce que cette notion de représentativité, aujourd'hui, elle se fait au niveau de l'entreprise. Après, elle se fera au niveau des branches professionnelles et après au niveau interprofessionnel, donc au niveau national. Donc là, les 8 organisations syndicales qu'on a citées en début d'émission, demain, elles seront certainement pas 8. Donc voilà, on verra ces effets de la loi en 2013. Mais d'ores et déjà, et tous les grands analystes le disent, le secrétaire général de la CFTC le rappelait récemment, le but inavoué de cette loi du 20 août, c'est qu'il ne reste que 2 syndicats, et donc vraiment 2 interlocuteurs. Lesquels ? En l'occurrence, là, ça sera la CGT et la CFDT, très clairement. Bon, alors ça veut quand même dire que notre ami François, lui, a des chances de continuer, de pouvoir exercer son rôle syndical de responsable de section. C'est bien ça, François ? Tu es responsable de section à la SNCF, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Bonsoir aux auditeurs. Je suis responsable donc à la SNCF, à la CGT, depuis maintenant 5 ans. D'accord. Alors j'ai envie de te poser une question comme ça qui peut aussi intéresser nos auditeurs. Tu es responsable syndical ou tu es syndiqué depuis peu, je crois. On en a parlé tout à l'heure en dehors de l'émission. Oui, assez récemment, oui, depuis 2007, depuis les grèves qu'il y avait eu sur les retraites en 2007, pour être plus précis. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, militant identitaire, je dirais, de te syndiquer ? Mais disons que c'est une situation assez compliquée dans laquelle on se trouve actuellement, où notre entreprise, donc là en l'occurrence la SNCF, prend une voie qui est en sens contraire à mes idées, tout simplement. Et donc j'ai jugé bon de m'impliquer dans une lutte pour conserver, même si c'est pas forcément conserver, mais simplement protester contre la direction que prend l'entreprise. Tu penses donc que c'est une forme de militantisme politique, c'est en tous les cas un moyen de porter tes idées quelque part. En tout cas, au départ, c'était pour ça, en effet. D'accord, ok, très bien. Alors, je fais un parallèle, c'est que si toi, il t'est venu l'idée, je dirais, ou l'envie tout du moins, d'aller militer, il faut quand même savoir aujourd'hui quelques chiffres comme ça toujours intéressant en termes de repères. 7% des salariés aujourd'hui seulement sont syndiqués. Alors sur ces 7%, je crois qu'il y a 5%, la moyenne c'est 5% dans le privé, donc forcément un petit peu plus dans le public, n'est-ce pas Eugène, tu me confirmes ? Tout à fait, pour les raisons qui sont évidentes. C'est plus dangereux de faire du syndicalisme dans une entreprise privée que dans une entreprise publique. D'ailleurs, je note, moi aussi je travaille dans une entreprise publique, je note que la plupart des gens qui sont syndiqués ou permanents sont des gens qui n'ont plus vraiment aucun rapport avec la production, le service public, aucune notion de service public. Ils deviennent un peu des syndicats, des boîtes autocentrées. Ils travaillent pour eux-mêmes en quelque sorte. Ils viennent un peu des syndicrates, on va appeler ça comme ça. Des syndicrates, très bien. Merci Eugène de ce joli mot. Avec la difficulté pour tous ces gens-là qui font du syndicalisme à 100% depuis des années, ce que je vous disais, la nouvelle loi, la loi du 20 août 2008 qui remet en cause la représentativité, demain dans certaines boîtes, et moi je l'ai vu dans la mienne, on avait des permanents qui aujourd'hui appartiennent à des organisations qui ne sont plus des organisations syndicales. Donc on a des permanents qui sont syndiqués, mais qui ne sont pas
représentative. Donc ces gens-là sont obligés de se remettre au boulot, et je peux vous dire que c'est un véritable calvaire. C'est ce qu'on appelle un drame, là, dans ces cas-là, hein, parce que se remettre au travail, j'imagine quand que... pendant 20 ans, on n'a rien foutu... Voilà. Oui, enfin, disons qu'ils ont eu des occupations différentes. Donc, on peut... est-ce qu'on peut dire, enfin, en tous les cas, c'est la question que je vous pose, est-ce qu'on peut dire que les syndicats, aujourd'hui, ne répondent plus aux attentes des salariés, Eugène ? Ça me semble évident. Tout à l'heure, tu citais le chiffre 7% de syndiqués. Pourtant, il y a une participation, me semble-t-il, de 63% aux élections professionnelles. On voit quand même la distorsion. Pourquoi les gens aujourd'hui ne se sentent pas concernés ? Pourquoi ils ne militent pas ? Pourquoi ils ne défendent pas leur beefsteak ? Peut-être un élément de réponse simplement dans le combat du syndicat, dans ce que propose le syndicat. C'est-à-dire qu'actuellement, les syndicats ont eux aussi une direction qui n'est plus celle des salariés, mais les salariés se sont quand même impliqués, veulent s'impliquer dans leur avenir, tout simplement, hein, veulent connaître leur avenir et s'impliquer dedans. Excuse-moi, et tu penses qu'ils sont un petit peu otages de leur direction nationale ? Oui, en quelque sorte. Ça veut donc dire que toi, responsable de section syndicale, en local, tu es parfois en désaccord ou tu as du mal... Avec la ligne du syndicat, bien sûr, mais c'est très courant, c'est quelque chose de très très courant, ça arrive très très souvent. Il arrive souvent que les négociations sont pratiquées, des accords sont faits, alors que la majorité des gens qui sont syndiqués sont en parfait désaccord avec ces négociations. Ça arrive très très souvent. D'accord. Enfin, je crois que c'est aussi, enfin, le syndicalisme ou le militantisme syndical est à mettre en parallèle avec la vie politique aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une crise des... Il y a une crise des vocations, il y a une crise de l'engagement politique. Oui. On voit les partis politiques aujourd'hui n'ont quasiment plus de militants. On voit bien les campagnes électorales, ce sont des officines ou ce sont des entreprises qui maintenant collent les affiches. Chez les syndicats, les gens n'ont plus envie de s'engager. Puis surtout, il y a un effet de société. La classe ouvrière a disparu. C'était quand même le socle du syndicalisme d'autrefois. Et aujourd'hui, il ne reste qu'un résidu de classe ouvrière. Maintenant, tout le monde est intégré plus ou moins une classe moyenne. Et la classe moyenne, qu'est-ce qu'il a défini ? Par définition, c'est un esprit bourgeois, matérialiste. Ils n'ont pas envie de perdre, de s'engager dans des aventures où quelquefois ils n'ont que des coups à prendre, on va dire ça comme ça. Les ouvriers ont envie de ressembler aux bourgeois. Toute cette culture de l'ouvrier a totalement disparu. Tu ressens ça, toi ? Oui, bien sûr. On retrouve encore un petit peu cette culture ouvrière chez les anciens. Mais les anciens, c'est ceux qui partent à la retraite. Donc toute la jeunesse n'est plus du tout dans cette même... Pardon. Sachant qu'en partie pour de nombreuses entreprises, les nouveaux, ce sont principalement de la main-d'œuvre étrangère qui sont à milieu de la chose syndicale, je dirais. Alors oui, quoique finalement, quand on parle de main-d'œuvre étrangère, par rapport à l'immigration et à son impact, toujours est-il que j'ai cru voir dans un certain nombre d'entreprises, y compris des entreprises publiques, où finalement beaucoup de jeunes salariés issus de l'immigration, eux, prenaient fait et cause, je dirais presque ethniquement, pour tel ou tel syndicat. Alors je ne sais pas si à la SNCF c'est le cas. Disons que oui et non. Quand on voit par exemple la CGT, entre autres, je cite la CGT puisque j'en suis, défendre des sans-papiers, on se doute que ces jeunes issus de l'immigration, en voyant ça, se disent que la CGT, effectivement, c'est le syndicat qui va me défendre. Donc D'accord. Effectivement, ils peuvent avoir une... Mais les trois quarts des jeunes n'ont absolument pas conscience de tout ça. On est très loin de... Justement, la CGT qui, historiquement, a toujours prôné une sorte d'anticapitalisme. Alors, on voit bien que l'immigration, aujourd'hui, les clandestins, les sans-papiers, qui défendent d'ailleurs dans les entreprises, on voit bien que c'est un petit peu l'arme de réserve du capital. J'ai même vu une banderole dimanche matin au pied de la Tour Eiffel, signée par le mouvement d'action sociale, qui disait « Immigration, arme du capital ». Est-ce que toi, comment tu expliques cette distorsion ? D'autant qu'il n'y a pas que la CGT, Sud est sur le même langage. Oui, bien sûr, beaucoup plus d'ailleurs, même Sud. Non, je pense qu'il y a une fracture chez les militants des syndicats, avec une partie des syndiqués qui vont être justement
pro sans-papier, faux révolutionnaire, comme beaucoup à Sud, hein, par exemple, et une autre partie qui est plus dans la ligne des anciens, on retrouve ça plus chez les anciens, qui va être beaucoup plus réfractaire par rapport à ce genre de sujet, qui va justement... on a eu des exemples avec la CGT qui délogeait des sans-papiers de locaux syndicaux. D'accord. Donc c'était la dérive doriotis de la CGT, là. On peut dire ça comme ça, oui. Dérive doriotis de la CGT, absolument. C'est pleinement ça. J'ai souvenir... Le national-communisme ? Peut-être. J'ai souvenir d'une manifestation de la CGT, enfin, où la CGT et où le service d'ordre de la CGT était présent, et je me souviens d'avoir vu ça à la télévision, un journal de 20h, quelque chose comme ça, où le SO de la CGT, en accord avec la police, avait chargé les jeunes qui étaient venus perturber quelque peu une manifestation. Ça avait fait la une des médias. Ce sont les conflits internes dans les syndicats, quoi. D'accord, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, oui, pardon, Jean-François, excuse-moi, Jean-François. Nos auditeurs, je leur apprendrai rien. Tout est question d'identité. Je pense qu'aujourd'hui, le syndicat est en crise parce qu'il a tout simplement oublié son identité. Le combat du syndicat, il doit se faire dans l'entreprise. Je suis mal placé pour vous dire ça, étant de l'autre côté de la barrière hors ressources humaines. Mais je pense que voilà, la crise du syndicalisme, et là on le disait, aujourd'hui la CGT, son syndicalisme, c'est la lutte pour les sans-papiers. C'est à milieu de problèmes quotidiens de l'ouvrier qui va à l'usine le matin. Donc je pense que voilà, le syndicat souffre également de ça. Et donc, vraiment est devenu très très politique. D'accord, donc tu expliques. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est ce que excuse-moi Eugène, je te coupe la parole, mais je mettais ça tout à l'heure en exergue avec le fait que le syndicat, la définition du syndicat, c'était une association et c'est bien précisé que c'était en dehors des partis politiques. Finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec cette dérive politicienne du syndicalisme, c'est loin d'être le cas. Oui, Eugène. Non, je crois que c'est plus qu'une dérive politicienne, ça participe d'une stratégie. Les précurseurs de ces affaires-là, ça a souvent été sont souvent les gens de Sud, puisque maintenant, dans le cadre de leur lutte syndicale, ils traitent des questions qui relèvent un petit peu de l'altermondialisme. Dedans, il y a la défense il y a le féminisme, et ça peut être la défense d'une rébellion au Mexique. Ça va même plus loin avec, par exemple, je me rappelle de la CGT, qui demandait aux adhérents de la CGT et autres, d'ailleurs pas qu'aux adhérents, de financer des aides pour Gaza, par exemple, la période avec Gaza, où il y a eu aussi exactement la même chose pour, j'ai oublié le nom, l'île qui a été ravagée par l'ouragan. Haïti. Pour Haïti, voilà, par exemple. Donc on est très très loin de la lutte ouvrière. Disons, l'ouvrière qui a besoin de sortir 5 minutes avant. Bien qu'en même temps, beaucoup de syndiqués n'en ont rien à cirer. Hein. Justement, tout à l'heure, tu parlais de Sud. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas une attitude un petit peu plus révolutionnaire, un peu plus radicale que la CGT ? Non, disons que je vais donner un exemple assez concret. Sudrail c'est un syndicat qui a été fait majoritairement pour les mécanos, pour les conducteurs de train. Donc Sudrail, qui est soi-disant assez proche des milieux alternatifs libertaires. Ils font partie de la nébuleuse d'attaque, d'ailleurs. Oui, voilà, tout à fait. Lors d'une grève, par exemple, fait concret, le patronat va négocier en priorité avec Sudrail, pour la simple et bonne raison que, en négociant avec Sudrail, on va remettre en marche les trains beaucoup plus vite, les trains vont rouler plus vite, donc les gens vont pouvoir reprendre le train, donc on va casser en fait la grève, on va casser le mouvement. Et donc voilà, je veux dire, les premiers avec qui on va négocier, c'est Sudrail, c'est pas la CGT. D'accord. Qui est moins représentative au niveau des conducteurs. Et alors, je pensais à autre chose, moi je me disais, mais on parlait tout à l'heure de crise du militantisme, de crise du syndicalisme, etc. Mais finalement, comment vivent les syndicats ? Alors, parce que je crois que c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Alors, est-ce que notre ami Jean-François Comte aurait eu un élément de réponse ? Moi, je sais qu'il y a, comment dire, alors bien entendu, les cotisations syndicales sont la première... Merci Eugène. Oui, il y a de quoi rire effectivement, puisque les crises du militantisme, donc forcément peu de rentrées financières, et on a quand même ces partis politiques comme quoi, lapsus,
on a quand même ces organisations syndicales qui ont des sièges, tout ce qu'il y a de plus sympathique, on va dire, qui ont des permanents, trains de vie, etc. Enfin bref. Donc tout ça pour amener à dire que j'ai découvert l'existence du chèque syndical. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors le chèque syndical, c'est quand même quelque chose qui a été proposé par l'entreprise, par les directions. Il s'agit d'instaurer en fait dans l'entreprise un chèque syndical donné à chaque salarié pour adhérer au syndicat de son choix. Ce sont des patrons qui ont considéré que les dépenses n'étaient pas indues dès lors qu'elles pouvaient prévenir des conflits sociaux. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à ce que finalement, vous pouvez vous syndiquer, vous créez donc une représentativité du syndicat dans votre entreprise et comme vous êtes un gentil petit salarié, le patron qui lui peut négocier, ce que tu disais tout à l'heure François, peut négocier avec l'organisation syndicale, eh bien, hop, je finance le prélèvement, enfin, pardon, pas le prélèvement, la cotisation du salarié. Bon, c'est quand même extraordinaire. Eugène, il faut savoir que le budget des syndicats en France, tout budget confondu, les cotisations des adhérents, c'est à peine un quart de leur budget. Il faut savoir qu'ils gèrent 1 milliard d'euros par an. C'est comme ça que l'État, c'est l'État qui les finance. Donc c'est comme ça qu'on achète la paix sociale, 1 milliard d'euros par an. Tu as bien dit 1 milliard d'euros. J'ai bien dit 1 milliard d'euros par an. Alors évidemment, l'État aujourd'hui, c'est lui le principal bailleur de fonds. On a tous en souvenir, on sait très bien que d'autres syndicats ont eu d'autres sources de financement. On ne va pas parler des syndicats. La CGT, on sait très bien qu'elle a été financée très longtemps par la défunte Union soviétique, le KGB. Relisez le livre de Roland Gaucher, l'histoire secrète du Parti communiste. Il vous racontera les détails via la Banque du Nord, etc., comment la CGT était financée. Plus fort, j'ai retrouvé ces jours-ci dans les mémoires d'André Bergeron. André Bergeron, l'ancien président fondateur de Force ouvrière, qui dit, lui, il révèle dans son livre, il le dit texto, et il était en relation avec un agent de la CIA en France qui s'appelait Irving Brown et qui lui amenait tout bonnement des mallettes de bifton. Il paraît que ça coulait dru. Allez, tout bonnement au début pour contrer l'influence de la CGT dans les entreprises, pour faire de l'anticommunisme dans l'entreprise. Il faut savoir que c'est le même monsieur qui a financé le syndicat Solidarnosc en Pologne. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu comme ça des sources. Alors maintenant, je ne sais plus si la CIA finance encore FO, ça m'étonnerait. La CGT, je ne sais pas par quel biais d'ailleurs. Tu peux peut-être nous le dire? Absolument pas. Voilà. Non, t'as pas une caisse occulte? C'est quoi, c'est le bar qui marche? Oui, le bar, oui, ça marche aussi. La voiture buvette chez nous. La voiture buvette. D'accord. La buvette et les saucisses. D'accord. Le muguet du 1er mai? Le muguet du 1er mai, évidemment. D'accord. Donc oui, alors c'est quand même fantastique ces relations entre syndicats et patronat, quoi. Donc c'est pareil. Tout à l'heure, notre ami Comte, qui est dans un service RH, nous disait que en quelque sorte, parmi les points qui étaient obligatoires pour être représentatif, il ne fallait pas avoir de lien de subordination avec un parti politique. Or, on sait très bien que la CGT de tout temps a été un appendice du Parti communiste. Ça n'a jamais empêché la CGT d'avoir la primeur et d'être reçue à l'Élysée, etc. Donc, la loi la justice interprète ces lois un petit peu de manière élastique. On a bien vu avec l'histoire de la création des syndicats quand le Front National a tenté de mettre son nez dans l'aventure syndicale. Tu peux peut-être nous éclairer, tu as peut-être suivi l'affaire un petit peu mieux que nous. Sur quels critères ils se sont fait invalider? Alors j'ai pas suivi l'affaire. À cette époque-là, je me souviens avoir collé pour ce syndicat qui avait créé le Front. Enfin, ils avaient essaimé, ils avaient fait des FN routier, FN police, où il y avait des... Il y a eu également CFNT. Voilà, c'était ça. C'était ça. C'était pour ça que j'avais collé à l'époque. Et après, ça avait essaimé. Et c'est vrai que donc ces syndicats avaient été reconnus à l'époque. Et après, il y avait eu des actions en justice. Donc, à mon avis, ils se sont fait blackbouler sur cette fameuse attitude patriotique pendant la guerre qu'ils n'avaient pas. Et en l'occurrence, vu qu'ils ont été créés après. Mais une bonne expérience pour entre guillemets la droite nationale, les nationaux et les nationalistes. Donc ces syndicats, cette aventure a pas marché. Je dirais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, avec les nouveaux critères, juridiquement, on pourrait très bien envisager la création de syndicats nationaux ou nationalistes. Juridiquement. Je mets un petit bémol. Ouais, et je vous dis juridiquement, tout simplement, je vais vous citer quand même, il y a le tribunal d'instance de Poissy, le 11 février dernier, a reconnu le fait qu'un syndicat qui se présentait comme anarchiste n'était pas contraire aux valeurs républicaines. En l'occurrence, il s'agissait de la CNT. Bon, quand on voit un tel jugement, on se dit pourquoi nous, patriotes, identitaires, nationalistes, on ne pourrait pas se lancer dans l'aventure. Est-ce que tu n'as pas la réponse dans ta question, peut-être ?
parce que je pense que de toute façon, à partir du moment où on déposerait un syndicat, on aurait forcément dans nos statuts la défense des intérêts des nationaux, et qu'à partir de ce moment-là, les officines du système, la HALD ou autre, de toute façon, nous coincerait sur le terrain de la discrimination. Et donc, pour moi, l'aventure syndicale des nationalistes, tenter de créer quelque chose, se relancer sur ce terrain-là, pour moi, c'est vain. Donc, moi, je suis plus favorable à l'entrisme, à la rigueur, plutôt qu'à la création de nouveaux syndicats. Alors, Jean-François, c'est plutôt ta position, l'entrisme. Je crois que c'est finalement ce que fait notre ami François, qui, lui... n'est pas très très affilié au Parti communiste, je crois. Oui, totalement. Je pense surtout que le fait de rentrer dans les syndicats permet déjà de découvrir qui est dedans et de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont bien plus proches de nos idées que de celles que veut faire croire le syndicat en lui-même, mais aussi de pouvoir passer un message, d'essayer d'expliquer aux gens, d'apporter quelque chose, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéressait principalement. D'accord. Donc, si je reviens vers toi, Jean-François, tu penses fondamentalement que le syndicat reste un outil de combat du système ou non? Parce que... Je le vois pas trop, puisque dans mon entreprise, ça se passe relativement bien. Maintenant, je le vois... Bon, comme je vous le disais, demain, nous aurons 2 grands syndicats, 2 grandes organisations syndicales qui vont marcher main dans la main avec le système, c'est-à-dire la CGT et la CFDT. Aujourd'hui, la CGT, je pense, va commencer sa crise, puisqu'à son extrême gauche, on va avoir des gens comme Sud qui se réveillent, avec des actions un peu plus virulentes, parce qu'eux vont avoir besoin de cette reconnaissance et d'acquérir cette représentativité. Et aujourd'hui, je pense que la CGT n'est plus sur un terrain révolutionnaire. Je pense que la CGT veut être un interlocuteur incontournable du système et n'a pas besoin du tout de radicalisation dans ses rangs. De toute façon, quand on voit les délégués syndicaux négocier avec notre cher président Nicolas Sarkozy Nagui Boscaï, avec 4 couverts de chaque côté de l'assiette, on se demande franchement qu'est-ce qu'ils vont négocier. Hein. C'est parce que ça va durer longtemps et comme ils ont des gros bidons, ils ont très faim. Voilà, c'est doit être ça, ouais. Et je reviens sur mes propos, et on l'a vu avec l'affaire des Conti, là, le fameux Gugus, là, le porte-parole des Conti, qui était à la CGT au début. Je pense que c'est brouillé depuis avec Bernard Thibault. Alors lui, je ne sais pas s'il a recherché la notoriété médiatique ou autre, mais on voit que toutes ces actions violentes ou autres ne sont plus aujourd'hui, tant que ça, soutenues par la CGT. Oui, et puis de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, les syndicats du système, c'est pas un hasard s'il y a cette loi avec ces critères de représentativité, ils sont faits pour manger dans la même soupe que le système. Ils sont des appendices du système. Ils sont là pour, comment on pourrait dire ça? Ils sont là pour mettre aux normes les salariés de manière à les intégrer demain dans la mondialisation économique. Ça me semble évident. Ça répond exactement à la même logique. D'ailleurs, donc, vous verrez dans le prochain Réfléchir et Agir, je diffuse une photo où on voit Madame Parizeau bras dessus bras dessous avec Monsieur Thibault et Monsieur Chérec. Bon, je suis désolé pour mon camarade de la CGT, mais je suis pas sûr que toi, tu prendrais plaisir à aller casser la croûte avec la mère Parizeau. C'est sûr, mais de toute façon, on peut regarder Monsieur Bernard Thibault de la CGT, qui a passé sa vie, sa carrière en fait, à la CGT. Hein. Il a été mécano, donc conducteur de train à la SNCF quelques années, et tout de suite rentré dans le syndicalisme. Quand on voit justement ce genre de personnes faire carrière dans le syndicat, on peut se demander comment ils peuvent défendre les ouvriers sans être dans l'entreprise, sans travailler dans cette entreprise, en fin de compte. Hein. Oui, c'est ce que ce sur quoi tu mets le doigt là, c'est cette notion de comment on appelle ça, j'allais dire de partenaire, non pas de partenaire, mais de permanents syndicaux, pardon. Alors, je crois que notamment chez Sud, je connais un petit peu Sud de par mon expérience professionnelle. Sud a une conception un peu différente, c'est-à-dire qu'ils veulent rester, ils ne veulent pas de permanents, ils veulent des gens qui sont en capacité de mener des sections, etc., et de bénéficier des chèques relève qui leur permettent de relever tout un tas d'adhérents, et eux-mêmes également, mais il n'y a pas de cette espèce de nomenclatura syndicale. Ils sont beaucoup moins en rupture, effectivement, avec les syndiqués, oui, bien sûr. Voilà. Ceci dit, la politique de Sud est tellement néfaste, on va dire, pour nous autres patriotes,
que c'est plutôt un grand malheur pour nous. Moi, j'ai fait des manifestations où j'ai vu les gens de Sud accueillir à bras ouverts le PCF qui allait, le NPA principalement, surtout le NPA, distribuer les tracts aux abords des manifestations sous le couvert du SO de Sud. D'accord. D'accord. Je pense que ce que le système craint, et le patronat d'ailleurs, c'est ne pas avoir d'interlocuteurs identifiés. Avec des gens du système, des syndicats dits représentatifs, ils les ont sous la main, ils les connaissent tous. Dans les mémoires de Bergeron, il le révèle lui-même. Il dit qu'au CNPF à l'époque, alors le CNPF, le Centre National du Patronat Français, c'est l'ancienne dénomination du MEDEF, tout à fait. Il était en partenariat continu avec le responsable de la section sociale qui s'appelait Marcel Mérieux. Et Mérieux lui disait, alors ils étaient à tuer à toi, il raconte ça, et il lui disait, Mérieux lui disait, écoute, dans telle grande société, dans telle région, en Franche-Comté, là, les gars commencent à bouger, visiblement ils veulent faire une grève. André Bergeron, est-ce que tu peux pas l'organiser toi-même, que ça déborde pas trop? Donc vous voyez, c'était possible déjà à l'époque, ça l'est encore plus maintenant, bien que les grands leaders syndicaux aujourd'hui connaissent moins les grands patrons, puisque par définition, les grands patrons aujourd'hui, il est un peu comme le capital, il est anonyme et vagabond, c'est beaucoup d'actionnaires, ils ont plus eux aussi d'interlocuteurs comme autrefois. C'est un peu plus compliqué. Mais néanmoins, voilà, pour dire qu'ils ont besoin, quel que craint le système, on l'a encore vu schématiquement ce week-end avec l'apéro géant sous la Tour Eiffel, que craignait le préfet de police, pas seulement les débordements, pas savoir d'interlocuteurs identifiés. Voilà. À partir du moment où il y a 5 syndicats identifiés, ils s'entendent comme larrons en foire. Il y a beaucoup Enfin, les événements comme ça, c'est assez souvent que ça se passe. Je veux dire, en 2007, lors des grèves pour les retraites, entre autres, d'ailleurs la CGT avait répondu assez massivement à ces grèves, ça avait quand même duré 2 semaines. À l'inverse de ce qu'a dit Monsieur Nicolas Sarkozy une fois, nous ne sommes pas payés quand nous sommes en grève, évidemment. Je me rappelle qu'au bout d'un moment, certains ont commencé à dire il faut faire quelque chose, il faut agir autrement. Ça fait 2 semaines qu'on fait grève, on emmerde tout le monde, nous on récupère rien, il faut à tout prix réagir autrement. Donc il y a eu des propositions un petit peu plus musclées, disons, et qui ont été tout de suite atténuées par des délégués syndicaux, et pourtant très loin d'être les pontes du syndicat, mais tout simplement par des gens qui ont 54 ans, 53 ans, qui ont un petit peu peur d'avoir des embêtements avec le patron parce qu'il est près de sa retraite, il n'a pas envie de se mouiller. 3/4 du temps, on nous a même dit mais on a déjà fait ça, comme si on l'a déjà fait, ça sert plus à rien de le refaire après tout. C'est très étonnant, très très étonnant. Oui, effectivement. Alors, excusez-moi de vous interrompre, messieurs, ou tout du moins de clore cette première partie par un moment de pause musicale. Alors, nous allons écouter un morceau du groupe Hélène Deal qui s'appelle Pavé d'amour, et ce morceau est, si mes souvenirs sont exacts, sur l'album Chant de Colza, et qui est un album qui a été produit par la Serpe à l'époque. Voilà, la Serpe à l'époque. Merci, monsieur Eugène. Dans la rue Soufflot, ce fut une belle galopade quand les flics ont chargé. Et puis là sur la barricade,
commençait à lui tendrement. Son visage hébété, derrière son bouclier, son casque cabossé m'avait tout bouleversé. Quand je suis rentré dans le car, j'étais un peu hagard. Je ne voyais que son regard à travers mon verre de Ricard. J'ai compris avec émotion, tellement mon cœur est cogné fort, que l'amour a ses raisons, que la brigade ignore. Au joli mois de mai où l'amour aussi a frappé, aussi fort qu'un pavé dans la gueule d'un poulet. Non, la machine ne passera pas, la machine ne passera pas, la machine ne passera pas. J'ai vu une vraie passion avec mon CRS. Il aime les punitions et nous nous bagarrons sans cesse. On débat toute la nuit, on argumente la journée. Au moins dans notre vie, pas le temps de s'ennuyer. Elle aime les lions mais elle sait aussi en donner. J'adore quand elle répond balançant des pavés. Voilà on va exaucer nos désirs les plus profonds. Nous un couple libéré et nous cotisons un rafond. Au joli mois de mai où l'amour aussi a frappé, aussi fort qu'un pavé dans la gueule d'un poulet. Arrachide, arrache-toi, arrachide, arrache-toi, arrachide, arrache-toi, arrachide, arrache-toi. Il est loin ce printemps qui sentait bon la lacrymo. Nous y pensons souvent dans notre pavillon au Mureau. Vraiment comme c'est pratique, pas loin du centre commercial. Juste en face du prisonnique, de l'autre Côté côté de la nationale, des retraités de la Mais police. je suis resté syndiqué Moi je suis à institutrice. cause des 4 mois de congé. Nous sommes toujours unis dans les valeurs démocratiques et pour les avantages acquis de la fonction publique. Au joli mois de mai où l'amour aussi a frappé, aussi fort qu'un pavé dans la gueule d'un boulet. Yes comme Sardou et yes comme saucisse. Là-bas, les graisses animales. Et yes comme Sardou et yes comme saucisse. Là-bas, les graisses animales. Alors moi, je voudrais revenir sur les moyens d'action des syndicats. Aujourd'hui, quelles sont leurs possibilités ? Le premier, ou tout du moins les deux premiers finalement, c'est la grève et la manifestation. Alors, oui, excuse-moi François, tu voulais préciser. Oui. Donc on parle justement des grèves. Parlons des grèves. On va parler des grèves de la SNCF, puisque c'est ce qui me concerne en particulier. Il faut savoir que quand la SNCF, quand les agents font grève à la SNCF, il faut savoir que le patronat, ça peut le déranger dans la longueur, mais aussi il fait de sérieuses économies. Quand il y a une grève, il n'y a pas de train qui roule, donc il n'y a pas de péage à payer à RFF. Parce que chaque train qui roule paye un péage. Pour nos auditeurs, RFF... Alors, Réseau Ferré Français. Parce qu'il faut savoir que la SNCF est scindée en deux aujourd'hui. Une partie, je vais schématiser, une partie qui a les voies, les rails, Voilà. et puis le courant électrique et tout ça, l'énergie électrique, et l'autre partie qui a, elle, les matériels et les conducteurs. Tout à fait. En fait, la SNCF possède seulement les trains et les grosses gares comme Gare Montparnasse, Gare de Lyon, voilà. Donc tu es en train de nous dire que la direction de la SNCF a dans ses pistes de productivité envisagé la grève ? Ou pour résorber le déficit. Oui, par exemple. Mais en plus de ça, ils vont pas payer d'électricité. Le train ne roule pas d'électricité à payer. Et encore mieux maintenant avec les passes Navigo qu'on force d'ailleurs les usagers à acheter en augmentant les billets, enfin les tickets de train. Je parle surtout des Transiliens, du RER principalement. On augmente les tickets pour forcer les gens à prendre ce fameux pass Navigo. Et lorsqu'il y a une grève, eh bien avant, quand il y avait une grève, les gens n'achetaient pas leurs tickets. Donc il y avait une perte énorme d'argent. Alors que là, tout le monde a son pass Navigo à l'année. Et en fin de compte,
compte, eh bien, les pertes sont minimes à ce niveau-là. Hein. T'es quand même pas en train de nous dire que par moment, la direction de la SNCF pourrait elle-même susciter ses syndicats maison pour qu'ils déclenchent une grève? Bien sûr que si, c'est une évidence même. Il suffit de regarder le financement, un bon exemple, le financement des services. C'est-à-dire qu'on va financer un minimum la maintenance. Parce que quand on finance un minimum la maintenance, il y a des accidents. Évidemment, puisqu'il n'y a pas de maintenance de fait. S'il y a des accidents, ça veut dire qu'il y a des trains qui sont en retard. Donc s'il y a des trains qui sont en retard, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'auront pas leur train. Et s'il y a des gens qui n'ont pas leur train, ils vont être mécontents. Et sur le quai de la gare, que vont dire les gens? Vivement que ce soit privé. Bingo, l'entreprise est gagnante. Et en plus de ça, étant donné qu'il n'y a pas le financement pour faire, entre autres, la maintenance, eh bien, les syndicats vont rentrer tout de suite dans le filon en faisant grève parce qu'il n'y a pas le financement pour faire cette maintenance. Mais c'est la théorie du vaste complot, là, mon cher. Exactement. C'est la préparation de la SNCF, son intégration dans le mondialisme économique. Complètement. Le but de la SNCF est d'arriver à une boîte privée qui pourra rentrer en concurrence avec d'autres boîtes privées qui vont arriver. D'ailleurs, l'ouverture à la concurrence 2012. Hein, et donc, tout simplement pour résumer, en gros, on ne privatise pas une société en bonne santé, donc il vaut mieux dégrader finalement l'outil de travail de manière à pouvoir soit le privatiser, enfin le revendre à quelqu'un d'autre, etc. Et on retrouve encore le diktat de l'actionnariat une fois de plus qui sera le seul à s'en sortir au détriment des salariés finalement. Oui, exactement. D'accord. Alors, bon, je vois Eugène perplexe. Je suis effaré, pas surpris, mais effaré. D'accord. Par les révélations de notre camarade. C'est un double jeu, hein. C'est-à-dire que effectivement, il y a cette optique de préparer l'entreprise à passer au privé, justement, en arrêtant de financer ce qui va être fait par le privé, en fin de compte. Et il y a aussi, justement, amené à pousser à la grève, à pousser, justement... D'accord. Mais il y a quand même d'autres moyens d'action. Donc ce que je disais en préambule tout à l'heure, en deuxième partie, l'autre moyen d'action des syndicats, ça reste la négociation. Et donc négociation, syndicat avec la direction. Et là, je crois que Eugène a quelques croustillantes anecdotes. Oui, j'ai une petite anecdote. Dans mon entourage familial, j'ai un cousin, Germain. Il s'appelle Germain, alors. Ouais, et puis il a aussi des vieilles origines germaniques, mais je peux pas en parler au micro. Et donc ce cousin est responsable RH dans un grand groupe, responsable d'une exploitation, et à chaque fois qu'on lui demande de prendre en main une exploitation, sa stratégie c'est quoi? C'est de virer toutes les anciennes équipes pour les renouveler par de la main-d'œuvre un peu plus neuve, un peu plus jeune, donc un peu moins chère, un peu moins revendicative. Donc il a mis sur le carreau des dizaines de personnes, et étonnamment, aucune personne ne l'a emmené au prud'homme, même dans des faits qui étaient à la limite du délictueux. Tout bonnement, pourquoi? Parce qu'il travaille main dans la main avec les leaders syndicaux qui lui demandent de négocier un certain nombre de choses, des petites enveloppes par-ci par-là. Bon, je révélerai pas le nom du syndicat avec lequel il travaille, je peux juste en donner les initiales, c'est GT. C'est pas vrai. Si, monsieur. Mais je crois que notre ami Comte, à côté de moi, lui aussi, il a des anecdotes croustillantes, puisqu'il travaille aussi main dans la main avec les syndicats, il pourrait nous révéler aussi des choses. Dans la main. Oui, non, je le vois au quotidien. Hein, il y a un jeu théâtral dans le monde de l'entreprise qui est une réalité. Alors peut-être pas dans toutes les entreprises, mais c'est quand même une certaine réalité. Où donc on a parlé effectivement, il y a les grèves, il y a tous les moyens visuels de manifestation, etc. Il y a également la négociation. Il faut pas l'oublier. La négociation, c'est quand même ce qui fait avancer. On arrive à des accords signés. Faut pas noircir le tableau. Il y a des choses qui sont bonnes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à le préalable à chaque négociation, et moi je le vois au quotidien, il y a énormément de bilatéral, c'est-à-dire que la direction reçoit les syndicats un par un et on lave notre linge sale en famille. Hein. Donc, si vous voulez, les deux parties s'entendent et tirent profit de toute façon de la négociation. Donc, il y a vraiment un jeu de théâtre. Il y a vraiment quelque chose. Et de ce fait, si vous voulez, souvent, je veux pas généraliser, hein, je prends mon cas, souvent, en fin de compte, les parties, la direction et les partenaires sociaux sont heureux. S'entendent bien, vont dans le même sens. Maintenant, la base dans tout ça. Alors je reprendrai la formule maurassienne qui veut qu'il y a vraiment la fracture entre le pays réel et le pays légal, et vraiment la base là est coupée
de ses représentants, des gens pour lesquels elle s'est mobilisée, elle a apporté ses voix. Et ces gens-là, en fin de compte, ne font pas le jeu de leur électorat. On a bien vu ça dans l'affaire des 35 heures. Les 35 heures, il ne faut pas croire que le patronat fait comme ça un cadeau aux salariés subitement. On leur a dit, bon voilà, vous travaillerez moins, mais en contrepartie, sur les 35 heures, il faudra être beaucoup, beaucoup plus productif. Ce qui fait que si vous regardez les statistiques aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, les salariés français ne sont pas des glandeurs en entreprise. Un salarié français, quand il met la cote en France, il bosse. Et c'est une des raisons pour laquelle on est moins touché, somme toute, par les phénomènes de délocalisation, parce que les grandes entreprises savent que les salariés français travaillent. Et c'était cette façon de voir les 35 heures, c'était aussi une façon de mettre aux normes le prolétariat, le salariat européen, français en l'occurrence, aux normes de la mondialisation économique dans lequel les entreprises ont à se débattre aujourd'hui. Et là, la base n'a jamais été consultée. Ce sont les leaders syndicaux qui ont signé ça avec le gouvernement à l'époque. Et je rappelle que le gouvernement à l'époque, c'était pas un gouvernement de droite, c'était un gouvernement de gauche et c'était Madame Aubry. D'accord. Ce qui explique un peu justement le désintérêt, en fin de compte, des salariés de plus en plus pour les syndicats. Tu parlerais, toi, de divorce entre la base et l'élite syndicale? C'est même certain, oui, totalement. Tu as déjà eu l'occasion d'échanger, toi, avec Thibault? Avec Thibault, non. Le jour où je le verrai... Il échangera. Voilà, nous échangerons. Vigoureusement, j'espère. Et une expression, une autre méthode, mais là, je reviens à la fracture pays réel, pays légal. On le voit, ça a été médiatisé. Il y a eu dans un certain nombre d'entreprises où il y avait des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi, où là, on a vu des gens ça a été médiatisé, ces espèces de bonbonnes de gaz reliées, là. Ces gens-là sont pas des gens syndiqués, ce sont vraiment des gens qui sont confrontés aux problèmes quotidiens, donc du mondialisme et de l'exploitation. Et là, ils sont vraiment dans le désarroi le plus profond. Alors, c'est vraiment le peuple. Ce sont des gens qui sont coupés des organisations syndicales, qui sont, qui sont victimes de cette fracture. Et c'est ce qui amène notamment, c'est ce qu'on a vu notamment au travers des coordinations. Ces éléments de base qui débordent complètement les organisations syndicales, les représentants syndicaux, et finalement en face, la direction n'a plus personne pour négocier. Donc ça fait peur aux patrons, ça fait peur aux syndicats. Et c'est peut-être là où le militant nationaliste devrait intervenir, son rôle à jouer. Alors la question que j'allais vous poser, messieurs, en tous les cas, c'est celle-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait un militant de notre famille de pensée? Qu'est-ce que fait un militant de notre famille de pensée dans les syndicats? Il va justement rencontrer les syndiqués, mais aussi les salariés qui ne sont pas syndiqués, mais qui sont quand même au courant de ce qui se passe. Évidemment, ils s'intéressent, beaucoup s'intéressent quand même à leur avenir. D'aller voir ces gens-là et de leur expliquer que justement, voilà, vous vous êtes fait avoir par des syndicats qui ne vous représentent plus, qui ne négocient plus ce que vous auriez aimé négocier. Et nous, on arrive en leur disant, écoutez, voilà, nous, on pense autrement. Nous, on veut faire autrement. On veut faire autrement. Alors, ça veut dire que on prend l'entité syndicale pour passer un message politique, finalement. Oui, tout à fait. Exactement comme le font les communistes ou les anarchistes comme la CNT. Sauf que, par exemple, toi, à la CGT, sous le couvert de tes idées identitaires nationales révolutionnaires, qu'est-ce que tu peux faire passer comme message? Tu es quand même tenu par les mots d'ordre du sommet. Il y a des choses que tu peux pas aborder. Mais cette rupture justement qu'il y a justement dans les syndicats nous aide énormément, puisque justement l'élite du syndicat va dire quelque chose, alors que la masse populaire qu'il y a de syndiqués va penser différemment. Donc justement, on a une opportunité de leur expliquer, leur donner nos idées. Donc toi, selon toi, un nationaliste révolutionnaire, il a sa place dans un syndicat. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Est-ce que c'est le prolongement d'un combat politique? Est-ce que c'est un combat vraiment où on se limite à des aspects vraiment pratico-pratiques? C'est là vraiment la défense des salaires, de conditions de travail. On peut se battre là-dessus, mais est-ce que tu conçois que ça peut être un outil de contestation plus global de la mondialisation, du mondialisme, du système, ou c'est vraiment un combat très ponctuel? Mais c'est les deux. C'est les deux, tout simplement.
Ouais, c'est les deux, parce que à la limite, tu peux te retrouver en responsabilité syndicale, et là, tu es sur le long terme et tu vas pouvoir passer un message. Et puis, tu peux très bien ne pas être syndiqué, hein, et ponctuellement apporter, j'ai envie de dire, ta pierre à l'édifice. Oui. Eh ben, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, pour une fois. Je pense que ça vaut le coup de s'investir dans une organisation syndicale sur des combats ponctuels, la défense des salaires, des conditions sociales, des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus, surtout dans le secteur public, mais aussi dans les entreprises privées avec les modes de management modernes pour assurer des rentes de 15% tous les ans aux actionnaires. Il n'y a pas 36 façons d'y arriver. Il faut pressurer le salariat au maximum. Bon. Sur des combats comme ça, oui, mais je crois qu'il ne faut pas non plus s'illusionner. Le syndicat aujourd'hui, par définition, depuis le début de l'émission, on dit que les syndicats sont des objets, sont des appendices du système. Oui, donc absolument. par définition, je ne vois pas comment un syndicat qui est un appendice du système pourrait lutter plus globalement de manière révolutionnaire contre celui-ci. Il ne faut pas le prendre pour un absolu. C'est pas le syndicat qu'on vise, c'est les gens qui sont dedans, c'est les syndiqués. C'est eux qui nous intéressent. Bah, tu nous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas grand monde dedans. Il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même des gens. Et c'est eux qui ont envie de faire quelque chose. C'est eux qui ont envie de lutter en premier. Et c'est eux qui se sont fait avoir en plus de ça. Donc c'est les premiers concernés en fin de compte. C'est les premiers au courant et c'est les premiers à qui on va pouvoir discuter. Alors et toi, est-ce que tu penses que ta stratégie elle est opérative? Tu milites dans une cellule, mais est-ce que les gens qui travaillent avec toi dans la cellule, est-ce qu'ils ont une section, Eugène, pas une cellule. On ne s'énerve pas. Il n'est pas en cellule, l'ami. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, c'est le verbiage du Parti communiste dont j'ai été marqué. Mais est-ce que les gens qui sont avec toi dans la section, ils sont perméables aux idées identitaires? En fait, localement, je pense que ça dépend réellement des métiers dans lesquels évoluent les syndicats. C'est-à-dire que dans des métiers où il y a énormément de population d'origine immigrée, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué de faire passer ce genre de message. Dans les milieux où il y a encore une forte proportion de Français de souche, dirons, c'est déjà beaucoup plus facile. Et surtout quand ces gens-là voient qu'ils vont être remplacés à cause de la mondialisation par cette population immigrée. D'accord. Alors, finalement, est-ce que le syndicalisme révolutionnaire est notre voie à suivre ou notre porte de sortie? Eugène, une réponse? C'est une idée à creuser. Alors évidemment, quand on parle de syndicalisme révolutionnaire, on pense aux théories de Georges Sorel. Je pense que tout le monde a lu ou devrait lire au moins une fois son maître livre, Les Réflexions sur la violence, dont je rappelle qu'il a été le livre de chevet aussi bien de Lénine que de Mussolini. Bon, elles sont un peu caduques aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la grande idée du syndicalisme révolutionnaire de Sorel, c'était le grand mythe de la grève générale. Bon, aujourd'hui, la grève générale, je vois pas vraiment comment on pourrait... Déjà, le 1er mai, ils ont déjà du mal à défiler ensemble. Je les vois. Ils croient encore. Hein. Ouais, bon, Jurassic Park, c'est un joli film aussi. Donc, non, mais le grand mythe de la grève générale, j'y crois pas trop. Par contre, l'histoire des coordinations, je voudrais y venir parce que ça me semble intéressant. À partir du moment où le syndicat ne répond pas aux besoins du salarié, ils seront obligés de trouver une expression, peut-être même dans la violence. Est-ce que nous, la violence dans l'entreprise, ça peut pas être aussi une source de militantisme? Ou est-ce que tu penses que les salariés, par définition, peuvent être frileux et avoir peur, ça peut servir de repoussoir? Juste pour préciser, quand tu parles de violence, on va pas aller tabasser le patron, on est bien d'accord. Hein. C'est aujourd'hui, ce qu'on entend par violence, c'est prise en otage de l'outil de travail, les bonbonnes prêtes à faire exploser, je ne sais pas trop quelle machine ou quel bâtiment. Prise d'otage du patron. Le gros problème de ce genre d'action est dans le fait que les conséquences peuvent être très graves. Hein, du sabotage, ça s'appelle. Oui, absolument. C'est le terme. Sabotage, c'est fortement réprimé. C'est une faute de notre histoire. Hein. Tout à fait. C'est une faute grave qui est réprimée sérieusement par les entreprises et qui va jusqu'au licenciement avec évidemment toutes les suites pénales qui vont avec. Hein. Donc c'est vrai que ça peut, très souvent, il faut vraiment arriver au bout. On le voit d'ailleurs au moment où il y a ce genre d'action qui d'ailleurs déborde peut-être un peu trop justement. C'est à des moments où les salariés sont dans une situation de détresse maximale. On le voit avec Continental, on le voit avec tous ces gens-là. Pour en arriver là, les mecs l'exemple que je donnais tout à l'heure en parlant des réunions syndicales où les mecs proposaient une action un peu plus musclée, pourquoi ça se calmait tout de suite? Pourquoi? Parce que les gens ont peur, ils ont pas trop envie. Alors il y a effectivement quelques-uns qui ont envie de faire quelque chose, mais la majorité a peur. Hein. Parce qu'ils ont tous leur crédit, parce qu'ils sont victimes de cette société de consommation, de tout le confort, de tout l'embourgeoisement qu'on dénonçait tout à l'heure. Hein. Et t'as pas envie de perdre ton téléviseur grand écran, 106 cm, etc. Ta voiture, et j'en passe, c'est des meilleurs.
Et d'emmener Bobonne au Club Med. Absolument, c'est aussi important. Alors, messieurs, nous arrivons presque au terme de cette émission, puisqu'il nous reste un peu moins de 5 minutes. Pour conclure, Eugène, une petite conclusion de 2 minutes. Allez, tu as 2 minutes. Ouais, je dirais que je voudrais redonner la parole à notre ami leader syndical, parce que c'est quand même lui notre invité. Il ne faut pas oublier de vue que nous sommes des nationalistes révolutionnaires et notre place dans ce contexte de mondialisation économique où vraiment le monde du travail souffre. Petits salaires, gros efforts demandés toujours aux mêmes depuis des années, des formes de management de plus en plus brutales pour assurer des rentes à des actionnaires qui sont même pas français, qui sont aux États-Unis, etc., etc. Bon, c'est pas un hasard si dans le monde du travail aujourd'hui on s'y sent de moins en moins bien. Donc notre place à nous, il y en a pas 36, c'est d'être aux côtés des gens qui souffrent aujourd'hui. Les gens qui souffrent aujourd'hui, c'est l'immense majorité du monde du salariat. Alors maintenant, reste à savoir quelle est la structure ou le type de combat le plus adapté. Syndicat, pas syndicat, coordination, pas coordination. En tout cas, au-delà de la coordination, au-delà des syndicats, je crois que l'investissement utile en dehors de l'entreprise, c'est que ça reste encore le mouvement politique hors système. Oui. C'est ma conclusion à moi. On ne peut pas la partager. Merci Eugène en tous les cas. Notre ami François Juvet. Je suis totalement en accord avec Eugène. Eugène, excusez-moi. Je suis tout à fait d'accord avec Eugène, bien sûr. Alors, le point de vue de notre ami Jean-François Comte, qui lui, je ne vais pas dire qu'il est de l'autre côté de la barrière, hein, on n'ira pas jusque-là. Il veut pas être pris en otage, notre ami Comte. Absolument pas. Alors, qu'en pense-t-il, notre ami Comte ? Moi, j'invite, effectivement, c'est plus facile de se syndiquer plutôt que de rejoindre les ressources humaines. Hein. C'est un métier qui est assez fermé. Mais donc voilà, il faut savoir que les nationalistes révolutionnaires peuvent être également du côté de la direction et donc la soudoyer ou amener un certain message. Maintenant, au travers de nos débats, quel est le rôle du nationaliste à travers le combat syndical? Peut-être qu'on n'apporte pas réellement de réponse ce soir. Maintenant, je dirais que c'est militer au quotidien, c'est séduire, c'est apporter du bon sens. Donc voilà, c'est s'adresser aux salariés qui souffrent. Donc parfois, même si on est syndiqué, peut-être se couper des grands mots d'ordre des confédérations. Et je dirais, enfin moi, mon domaine n'y est pas trop touché. Enfin voilà. Le salarié, il doit réfléchir et il doit se dire, c'est pas l'immigré qui va le faire bouffer, quoi. C'est son travail, c'est son pain, et son pain, faut pas qu'il soit pris par l'autre. Ok, merci. On peut finir par une jolie phrase d'Édouard Drummond, qui a toujours été un anticapitaliste socialiste. Il s'en est réclamé. Il disait un jour, j'ai un amour immense pour tous ces humbles, pour tous ces pauvres qui peinent à enrichir une poignée de flibustiers cosmopolites. Ça sera ma conclusion. François, le mot de la fin, s'il te plaît. Eh bien, le syndicalisme est un terrain à réinvestir pour la défense des travailleurs français contre le mondialisme et ne pas laisser la gauche ou l'extrême gauche, valet du capitalisme libéral, continuer à gangréner le monde du travail. Bien écoute, je te remercie, je crois que c'est relativement clair pour nos auditeurs. Chers auditeurs, d'ailleurs, je vous précise que nous avons aujourd'hui une page Facebook. Vous avez donc la possibilité de la consulter dès maintenant. Je vous rappelle également que les différentes émissions de Méridien Zéro sont consultables sur le blog de Méridien Zéro, sur oeffort.com. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse internet zméridien@yahoo.com. Voilà. Une annonce que je souhaitais vous faire, chers auditeurs. L'association Loufaro organisera le 5 juin à Orange une nuit italienne. Alors avec des groupes dont Yanva, excusez-moi je ne maîtrise pas spécialement l'italien, et un autre groupe qui est Camerata Mediolanense. Alors là, voilà. C'est du folk, c'est de la musique folk. Alors vous avez tous les renseignements vous pouvez demander tous les renseignements à Loufaro à l'adresse suivante loufaro@gmail.com. Vous avez également un numéro de téléphone où vous pouvez joindre les camarades de Loufaro au 06 22 47 82 53. Voilà, eh bien écoutez, merci et à bientôt.